Friedrich Merz demande l'usage de vrais noms sur Internet et reçoit de vifs applaudissements. Oui, oui, c'est aussi une étape claire vers un développement supplémentaire pour empêcher la critique. Parce que s'il n'est plus possible de naviguer anonymement sur Internet, alors bien sûr, toute critique peut immédiatement être attribuée à une personne. Et nous vivons à une époque où absolument tout est enregistré sur nous et où l'on peut donc établir des psychogrammes de chacun d'entre nous. Et c'est précisément un pas dans cette direction. Donc, le recours à l'anonymat est ainsi empêché. Donc, cela n'a rien à voir avec l'ouverture ou l'honnêteté, mais simplement avec l'élimination de toute forme de critique. Monsieur Wolf, il est aujourd'hui crucial d'écouter ceux ayant connu un autre monde, capables ainsi de reconnaître des schémas et des liens. Sur cette chaîne, il ne s'agit pas de faire des gros titres rapides ou de susciter la prochaine vague d'indignation, mais de prendre du recul et de mettre les choses en perspective. Je me réjouis énormément de cette conversation. Je suis ravi que vous soyez là. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Wolf, une question directe pour commencer. Chaque fois que l'État affirme vouloir protéger quelqu'un, je deviens très attentif. Quelle a été votre première réaction en entendant parler de l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes? Oui, cela m'a tout de suite rappelé la crise du Covid où il était soudain question de notre santé. Donc des gouvernements qui ne se sont jamais souciés de la santé des gens se sont soudainement intéressés à cette santé avec des mesures totalement exagérées. Et nous vivons la même chose maintenant, donc des gouvernements qui ont regardé pendant des décennies que les pires contenus étaient proposés aux enfants, que rien n'a été fait pour la protection des enfants. Ils se déclarent soudainement amis des enfants et protecteurs des enfants. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. En tant qu'ancien professeur de lycée, ce débat m'a beaucoup amusé. Dans ce cas, il ne s'agit jamais des adolescents. Si on se souciait vraiment des adolescents, on commencerait par la consommation de sucre, la nourriture à la cantine, l'activité physique, le sommeil et la stabilité psychologique. Et cela fait des décennies que c'est connu, mais rien n'a jamais vraiment été fait à ce sujet. Mon impression, Monsieur Wolf, c'est que la suprématie de l'opinion des médias publics disparaît complètement et la démocratie ne supporte la vérité que dans une certaine mesure. Les jeunes ne sont pas stupides, ils posent des questions, doutent et ne croient plus aux récits officiels. Et je pense que les jeunes doivent être protégés contre le fait de voter pour l'AfD. Les jeunes doivent être protégés contre le fait de voir ce qui se passe à Gaza. Les jeunes doivent être protégés de l'adoption d'autres points de vue. Pensez-vous vraiment qu'il s'agit aussi un peu de reprendre un certain contrôle sur l'information? Oui, je pense qu'il ne s'agit absolument pas des jeunes, il s'agit tout simplement d'enregistrer les gens biométriquement. Parce que si on réfléchit comment ces jeunes devraient-ils être identifiés, donc soit par l'identité numérique, soit par le scan de l'iris, ce sont toutes des étapes préalables à l'identification biométrique de chaque individu. Et c'est exactement là qu'on veut nous mener, donc nous sommes face à la mise en place d'un système numérique incroyablement dictatorial. Tout le monde doit entrer, les jeunes commencent à peine. C'est un peu comme avec les réfugiés maintenant. Donc nous avons vu cette carte de réfugiés qui était programmée et dont l'utilisation était ensuite limitée. Il ne s'agissait pas non plus des réfugiés et il ne s'agissait pas non plus de protéger l'État contre des dépenses spéciales supplémentaires, mais tout va dans la même direction. Nous devons tous être enregistrés biométriquement pour permettre un contrôle total dans un système qui n'est plus vraiment contrôlable normalement. Je trouve que la génération actuelle est très intelligente. Ils ont des options que les générations précédentes n'avaient pas. Et le monopole de l'opinion, l'État le perd complètement. Oui, les jeunes voient bien ce qui se passe dans les écoles et ils vont donc voter bleu. Ils voient bien que tous ces mensonges dans les médias publics ne tiennent pas debout. Ils consultent TikTok et Instagram d'une certaine façon. Et si on regarde en arrière, Monsieur Wolf, c'est la même chose qui s'est produite aux États-Unis. Pendant des années, on a raconté que les Chinois et que les Chinois voulaient d'une certaine manière espionner. Et puis, ils ont nommé en quelque sorte un PDG sioniste qui a complètement censuré tous ces sujets concernant Gaza, Epstein et ainsi de suite. Et je pense que cela va se passer exactement de la même manière en Allemagne. Le scénario est le même. Les politiciens copient tout à l'identique et maintenant, ils veulent simplement l'appliquer en Allemagne. Très rapidement, avant de continuer, 93% d'entre vous regardent ici souvent sans s'abonner à la chaîne. Si tu remarques que ce genre de discussion t'apporte quelque chose, alors abonne-toi, s'il te plaît, ça aide la chaîne plus que tu ne le penses. Maintenant, poursuivons la conversation. Oui, l'important c'est que les gens restent à l'intérieur du système et surtout les jeunes. Gardons à l'esprit que si les jeunes sont poussés vers l'AfD, ce n'est pas vers quelque chose de meilleur.
parce que l'AfD mènera exactement la même politique que M. Trump mène aux États-Unis. L'Allemagne restera dans l'OTAN, l'armement sera encouragé, le service militaire obligatoire instauré, ils seront ainsi poussés d'un côté à l'autre. Mais ce qu'ils ne remarquent pas, c'est qu'ils restent à l'intérieur de ce système. Et ce système est dominé par les grandes entreprises informatiques et les grandes entreprises financières. D'accord, maintenant, Wolf, les jeunes sont protégés par le bas. Comment procède-t-on avec les plus âgés pour les obliger à adopter cette identité numérique? Oui, on a déjà pris des mesures pour cela, donc l'identité numérique dans la zone euro arrivera encore cette année. Au début, bien sûr, cela donnera l'impression que tout cela se fait sur une base volontaire, mais à un moment donné, on dira que malheureusement, le volontariat ne suffit plus. C'est un peu comme avec le service militaire. D'abord, il y a le service militaire volontaire, puis vient la conscription. Ce sont toujours des étapes dans lesquelles on agit ainsi, mais l'objectif final est très simple. Il s'agit d'identifier chaque personne numériquement partout dans le monde de la manière la plus efficace afin de réduire au silence toute critique. On peut contrôler les gens comme jamais auparavant. L'esclavage dans la Rome ou la Grèce antique semble, en comparaison, une activité inoffensive de l'armée du salut. Ce sera donc le contrôle absolu et total auquel ces gens aspirent. Mais savoir si tout cela fonctionnera réellement ou si cela sera effectivement mis en place dépendra de la résistance des gens. Jusqu'à présent, cette résistance n'est pas particulièrement forte, mais je vois tout de même venir une époque où cette résistance va considérablement grandir. Ce sont des partisans stricts du coronavirus qui sont maintenant mis en place, comme par exemple un Hendrik Strick qui veut maintenant se présenter comme le protecteur de la jeunesse. C'est du gaslighting à l'état pur. On reprend les mêmes acteurs qui ont déjà créé ce récit et on les met sur un nouveau sujet. Oui, c'est très habilement fait. On remarque aussi que de nombreuses personnes étaient très actives dans la scène alternative durant le coronavirus, qu'ils se mettent soudainement à dire des choses dont on n'aurait jamais cru qu'ils les diraient un jour. Donc, les gens sont ensuite aspirés dans ce système et ils sont probablement aussi dotés de certains privilèges. Donc, je ne pense pas que M. Stick fasse cela gratuitement. Il recevra sûrement aussi ses récompenses pour cela. Ou prenons par exemple Karl Lauterbach. Il est complètement déconnecté de la réalité de la vie de beaucoup de gens dehors. En tant que personnalité, il a été très controversé ces dernières années. Pensez-vous qu'il devrait obtenir un poste à l'OMS? Quelle a été votre première réaction? Qu'en avez-vous pensé? Oui, ça colle en fait, parce que l'OMS a été le moteur de la crise du Covid. Monsieur Lauterbach a été un serviteur très soumis de l'OMS. Il a appliqué exactement leur agenda ici en Allemagne. Il n'a jamais posé de questions. Il a donc bloqué toute forme de résistance. Donc, c'est un bureaucrate idéal, sans aucune colonne vertébrale, qui fait exactement ce qu'on lui demande. Alors je vous le dis très franchement, Monsieur Wolf, ces derniers mois, j'ai eu honte, dans une certaine mesure, d'être allemand. Oui, et s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. J'aime ce pays, je suis un patriote jusqu'au bout. Et j'adore vraiment vivre en Allemagne. Mais j'ai eu tellement honte de nos politiciens. Oui, cette servilité et cette hypocrisie, notamment sur Israël, l'Ukraine ou l'Iran, peu importe le sujet, des centaines de milliers meurent ailleurs. Et les politiciens allemands en parlent simplement. Oui, la politique rendrait la situation très complexe et difficile à évaluer. Et je trouve que ce que nous vivons en ce moment, c'est une véritable faillite morale de la part de la plupart des politiciens, toutes tendances confondues. Mais cela ne concerne pas seulement l'Allemagne, cela vaut pour tous les autres pays tout autant, cela vaut pour la France, cela vaut pour l'Italie et cela vaut surtout pour l'Amérique. Il faut s'imaginer qu'en Amérique, nous avons un président qui est aussi corrompu qu'aucun président ne l'a jamais été auparavant, qui favorise sa propre famille d'une manière inimaginable à travers le népotisme, qui, pratiquement comme un roi soleil, a placé autour de lui des gens qui lui sont utiles. Il ne faut pas oublier qu'il a fondé une entreprise pendant la campagne électorale, World Liberty Financial. Un membre du conseil d'administration de cette entreprise est le fils de M. Witkoff, conseiller pour le Moyen-Orient et la bande de Gaza. Son gendre Jared Kushner, qui n'aurait normalement rien à faire en politique, est là uniquement parce qu'il est marié à la fille de Trump, peut participer à toutes les réunions importantes sur les guerres mondiales. Et le père de Jared Kushner est également l'ambassadeur des États-Unis en France. Et en ce moment même, il crée une grande distraction avec sa querelle avec M. Macron. Donc plus de népotisme que sous Trump, ce n'est pas possible. Et tous ces petits hommes qui disent oui autour de lui, franchement, ils me donnent autant la nausée que tous ces lèche-bottes ici en Allemagne. Friedrich Merz propose l'usage de vrais noms sur Internet et reçoit de vifs applaudissements. Oui, c'est aussi une étape claire vers un développement supplémentaire pour empêcher la critique.
Parce que s'il n'est plus possible de naviguer anonymement sur Internet, alors bien sûr, toute critique peut immédiatement être attribuée à une personne. Nous vivons à une époque où tout est enregistré sur nous, permettant de créer des psychogrammes pour chacun. C'est précisément un pas dans ce sens. Donc, que la possibilité de s'en sortir grâce à l'anonymat est ainsi empêchée. Donc, cela n'a rien à voir avec l'ouverture et l'honnêteté, mais simplement avec l'élimination de toute forme de critique. Monsieur Wolf, quel que soit l'angle, Jeffrey Epstein était un excellent créateur de réseaux. Des célébrités majeures de la noblesse, de l'économie, de la politique, de la musique et du monde scientifique. Pour moi, tout cela reste surtout des ragots, des potins et un peu de voyeurisme. Donc il y a des noms, il y a des allusions, mais à part un Andrew de troisième catégorie, il n'y aura probablement personne qui sera condamné d'une quelconque manière. Quel est, selon vous, le but de cette publication au compte-gouttes? Il faut voir qui publie ces informations. C'est le ministère américain de la Justice, et là, le népotisme de M. Trump a pratiquement atteint son apogée. Donc, il faut savoir que la ministre de la Justice des États-Unis est une femme qui s'appelle Pam Bonide. Elle était procureure générale en Floride, puis elle a représenté Donald Trump comme avocate en 2020. Ensuite, elle a travaillé pour une ONG qui a soutenu l'élection de Donald Trump. Donc, elle est devenue lobbyiste pour lui et aujourd'hui, elle est ministre de la Justice. Et cette femme fait en sorte qu'il y ait énormément d'agitation, mais que M. Trump soit épargné par toute cette agitation, qu'il soit mis à l'écart dans toute cette affaire. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont plus de pouvoir en coulisses que Madame Bondi. Et je crois que M. Trump sait très bien qu'il existe aussi beaucoup de preuves contre lui en coulisses. Et c'est pourquoi il doit naturellement se plier à l'agenda des personnes qui le contrôlent réellement. Et ce sont les grands du Silicon Valley et les grands de Wall Street. Donc ce sont BlackRock et compagnie, et de l'autre côté, les Magnificent Seven auxquels il doit se soumettre à 100%. Vous venez de mentionner le FBI et le ministère de la Justice. Je trouve ça tellement absurde. Les données stockées depuis 10 ans viennent d'être rendues publiques par le FBI qui n'a rien fait récemment pour nous expliquer les liens et connexions. Actuellement, il laisse cela à YouTube ou à d'autres journalistes d'investigation. Je me demande toujours s'ils manquent de temps ou d'intérêt. Ou est-ce qu'ils veulent simplement semer une confusion maximale dehors? Je crois qu'ils veulent vraiment une confusion maximale et ils y arrivent effectivement. Les gens sont vraiment perdus, tout le monde fixe ça en attendant qu'il y ait une nouvelle publication. Mais personne ne se demande en arrière-plan quel est le véritable agenda. Tout l'agenda a deux objectifs. Il s'agit de détourner l'attention du fait que nous vivons l'une des plus grandes transformations de l'histoire dues au développement de l'IA. Alors qu'on va connaître la plus grande forme d'esclavage jamais vue, il faut en détourner l'attention. Et en même temps, il faut bien sûr que tous les politiciens potentiellement dissidents rentrent dans le rang. Et on peut être sûr qu'il y a actuellement beaucoup de politiciens dans le monde qui tremblent à l'idée que certaines choses les concernant soient révélées au public, des choses qu'ils préféreraient garder secrètes. Donc tout cela a deux objectifs. Amener vraiment les gens, les politiciens, à suivre la ligne. Et d'un autre côté, il s'agit aussi de faire peur aux gens, de les plonger dans la peur et la terreur, afin qu'ils regardent dans la mauvaise direction et qu'ils ne reconnaissent pas les véritables responsables de leur misère. J'ai effectivement lu cette thèse assez souvent. Aujourd'hui, des documents caviardés, demain, des noms très concrets. On a donné un carton jaune à tous les politiciens pour qu'ils participent vraiment et n'osent pas se rebeller. Oui, c'est exactement ça. Vous venez d'évoquer le plan derrière tout cela. J'ai souvent lu transhumanisme. Vous l'avez aussi sous-entendu plusieurs fois. D'autres disent oui, le grand Israël doit être promu, ou alors c'est simplement la capacité maximale de chantage des élites. Pour symboliser, et nous avons énormément d'informations sur vous, alors veuillez mettre en œuvre notre agenda aussi vite que possible. Oui, exactement. Ce sont tous des aspects individuels, mais la grande image en arrière-plan, ce sont les conséquences de l'IA. Nous sommes donc confrontés à la plus grande rupture du marché du travail international que l'histoire de l'industrie ait jamais connue. L'IA progresse à une vitesse folle, si bien que des millions, voire des centaines de millions d'emplois vont disparaître dans le monde entier. Et toutes les structures sociales dans lesquelles nous avons vécu jusqu'à présent ne fonctionneront plus, il faudra donc en créer de nouvelles, et nous savons désormais à quoi elles ressembleront. Il suffit de regarder ce que dit M. Elon Musk. Nous devrions tous être transférés dans une sorte de techno-féodalisme. Le modèle, ce sont les monarchies du passé. Dans cette nouvelle monarchie, l'intelligence artificielle, représentée par les PDG des grandes entreprises, régnera à la place des monarques.
Donc, le pire développement, c'est maintenant celui concernant le Groenland. Le plan pour le Groenland a apparemment été largement abandonné. Entre-temps, le plan consiste désormais à installer tous les centres de données un jour dans l'espace. Ainsi, ils échapperaient totalement au contrôle des humains. C'est évidemment de la pure folie parce qu'alors plus personne ne pourra s'y opposer. Nous devons vraiment, enfin tout le monde devrait en avoir la chair de poule rien qu'à cette idée. Si cela arrivait, ce serait la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. La semaine dernière, j'ai lu qu'aux États-Unis, on compte 20 licenciements pour chaque nouvelle embauche. Eh bien, c'est incroyable. Même chez nous, ces chiffres sont parfois falsifiés ou retenus. Mais c'est une avalanche qui arrive sur nous et nous allons également voir, dans les prochains mois, l'arrivée des robots humanoïdes. Au début, cela va peut-être même déclencher une petite vague d'enthousiasme chez les jeunes qui iront alors dans certains cafés pour être servis par des robots humanoïdes, mais ils vont aussi vite se rendre compte qu'il n'y aura plus de travail pour eux non plus. Actuellement, en Allemagne, ce sont principalement les emplois d'entrée de gamme qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui se trouvent au bas de l'échelle sociale. Donc ceux qui travaillaient jusqu'à présent comme magasiniers ou agents d'entretien, par exemple, ne trouveront plus de travail dans un avenir proche, et les personnes qui cherchent actuellement un emploi n'en trouveront pas non plus. Cela va fortement alimenter la criminalité organisée, surtout chez les jeunes. Cela va rendre la situation très désagréable dans nos grandes villes. Nous allons donc connaître des conséquences incroyables de ces avancées dans l'IA dont le citoyen moyen n'a actuellement aucune idée. J'ai récemment parlé avec un professeur d'IA. Personnellement, je trouve les robots humanoïdes formidables, surtout dans le domaine des soins. Je préfère discuter avec un robot humanoïde plutôt qu'avec un professionnel surmené qui ne parle peut-être même pas allemand et qui pourrait me traiter de haut parce qu'il est tellement épuisé. Je pense que cela pourrait aussi apporter du positif dans certains domaines de la vie. Non, je ne le pense pas, car l'homme finira par parler aux machines au lieu de communiquer avec les autres. Donc, la solitude sera poussée à un niveau très élevé et le contact humain normal disparaîtra en grande partie. Et je dois dire que j'ai maintenant 75 ans et je commence lentement à ressentir ce qui se passe dans le corps en vieillissant. Mais en tout cas, je ne voudrais jamais, au grand jamais, me retrouver face à un robot humanoïde. Je préfère me disputer avec une infirmière que d'affronter un robot humanoïde qui anticipe et exauce tous mes souhaits. Je l'ai déjà évoqué. J'ai récemment perdu une personne de référence très importante en maison de retraite. Et là, j'ai eu un aperçu de la façon dont les choses peuvent se passer dans une maison de retraite. En tant qu'adulte, j'aurais parfois préféré avoir un robot humanoïde à certains endroits plutôt qu'une aide-soignante super grincheuse qui râle tout le temps. C'est une évolution triste pour notre société, car ces maisons de retraite sont aussi des centres de profit et la plupart des personnes âgées ne peuvent pas s'y défendre. J'ai un ami de 95 ans qui vit dans une maison de retraite comme ça, même en Suisse, donc une maison très luxueuse, du moins en apparence très luxueuse, mais il y vit dans des conditions insupportables, il est exploité et dépouillé. Je dois dire que cela montre dans quelle direction notre société a évolué et à quel point elle a perdu le respect des valeurs humaines. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouve que c'est vraiment un comportement indigne de traiter ainsi des personnes qui ont réellement construit ce pays. À la fin, on est dépouillé comme une oie, puis abattu comme une vache quand il ne reste plus rien. Vous venez de mentionner notre collègue Elon Musk. Elon Musk, à ce jour, est plus riche que 20 et un pays réunis et sera le prochain billionnaire. Donc, 1 billion, la plupart des gens n'arrivent même pas à se l'imaginer. Moi aussi, il faut d'abord que je m'assoie et que je fasse le calcul. Donc, 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 billion, c'est 1000. Non, 1 billion, c'est 1 million de millions. Donc, c'est un chiffre incroyable. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'un chiffre pareil fait dans la tête d'une personne. C'est vraiment une façon d'agir quasi divine alors que le reste de l'humanité devient en quelque sorte une simple unité statistique. À votre avis, pourquoi la vision de l'homme change-t-elle quand quelqu'un possède autant d'argent et de pouvoir? Je pense que cela conduit à la mégalomanie, comme nous le voyons clairement chez M. Musk, et cela mène à ce genre de fantasme de toute puissance. Et cela fait aussi que l'on est constamment flatté par tous ceux qui nous entourent et qu'on n'a probablement plus vraiment accès à la vérité. Et cela conduit aussi à une isolation intérieure qui est vraiment très dangereuse. Je me souviens qu'il y a de très nombreuses années, certains musiciens sont soudainement devenus extrêmement célèbres, et je sais que Paul McCartney en faisait partie à l'époque. Et j'ai vu une fois une interview très révélatrice avec Paul McCartney où il disait « En fait, ce n'est pas si merveilleux d'avoir autant d'argent ».
Parce qu'on se rend compte à chaque personne qui vous aborde qu'en réalité, elle veut juste quelque chose de vous et qu'elle essaie seulement de se montrer bienveillante envers vous. Donc, on n'a soudainement plus rien à voir avec la réalité. Il faut alors endosser une autre identité pour mener une vie normale. Et un autre des Beatles, George Harrison. À la fin de sa vie, il était parmi les musiciens les plus célèbres et riches de son époque. À la fin de sa vie, à la question de savoir ce qu'il aimerait être dans sa prochaine vie, il a répondu: j'aimerais être une personne obscure à Londres. Et pour revenir encore une fois aux Epstein Files, Bill Gates dit littéralement comment se débarrasser des pauvres. C'est un message adressé à Epstein. En somme, comment allons-nous éliminer tous ces pauvres dehors? C'est ce qu'ils disent. Cette pensée brutale réduit l'humain à une simple variable technique. Cela montre bien la vision du monde de cette personne. Donc, ces personnes n'acceptent plus que l'être humain soit fondamentalement un être biologique qui connaît aussi des limites biologiques. Ils voient l'être humain étant eux-mêmes des nerds seulement comme un matériel doté d'un système d'exploitation. Si je considère l'humain comme un simple matériel et système d'exploitation, j'en arrive à ces idées. C'est tout simplement un tel écart par rapport à ce qui s'est développé au fil des millénaires et des centaines de milliers d'années. Ce sont vraiment des psychopathes incroyablement malades qui sont actuellement au pouvoir et qui exercent tellement de pouvoir qu'on doit dire que nous vivons vraiment à l'époque la plus malade de l'histoire. Et l'une des personnalités les plus malades, Peter Thiel, a récemment déclaré dans l'une de ses rares interviews: Greta Thunberg serait l'antéchrist de notre époque. Et on peut penser ce qu'on veut de cette personne. Nous parlons d'une autiste qui, à mes yeux, a fait plus pour les mouvements climatiques et pour Gaza que les politiciens des 50 à 100 dernières années réunis. Et pour le système, surtout pour un type obsédé par le pouvoir comme Peter Thiel, une Greta Thunberg est effectivement une erreur du système parce qu'elle a réussi, avec des moyens très très simples, à rallier des millions de personnes derrière elle pour sa mission. Sans la permission des soi-disant élites, pouvez-vous comprendre pourquoi il a choisi le terme d'antéchrist? N'est-ce pas au fond que ces quelques élites, ils sont quelques milliers, pas plus, ont très peur que des personnes comme Greta Thunberg puissent mobiliser des millions de personnes dans la rue? Greta Thunberg n'est pas vraiment la jeune fille innocente qu'on décrit souvent. Donc, elle a aussi eu de très grandes forces derrière elle. Elle a été poussée par sa mère. Elle avait un milliardaire en coulisses qui l'a rendue célèbre. Même Donald Trump l'a rencontrée, Angela Merkel l'a rencontrée, donc elle faisait aussi partie du grand jeu. Mais mon opinion sur Greta Thunberg est complètement différente. Je considère Greta Thunberg comme une enfant exploitée. Greta Thunberg avait 15 à 16 ans lorsqu'elle est devenue mondialement célèbre. Elle a été poussée en arrière-plan par des forces qu'elle ne comprenait pas pour dire des choses qu'elle n'aurait normalement pas pu dire à cet âge-là. Donc pour moi, c'est exactement comme les abus sur enfants à très haut niveau qui ont été révélés récemment dans le cadre de l'affaire Epstein, et que Peter Thiel s'emporte à propos d'une telle personne. Cela montre quel genre d'homme, ou plutôt d'inhumain, est Peter Thiel. Donc les valeurs morales et éthiques de M. Peter Thiel, elles n'ont absolument plus rien à voir avec celles que je défends, en tout cas. Je ne faisais pas vraiment référence à Greta Thiel en tant que personne, mais plutôt à ce mouvement de masse. Au fond, les élites ne craignent rien de plus que de voir des masses descendre dans la rue. Non, ils n'ont même pas eu si peur que ça. En fait, Greta Thunberg a même été un outil formidable pour les forces en coulisses, parce que Greta Thunberg a énormément fait avancer tout ce débat sur le changement climatique. À l'époque, BlackRock et d'autres ont investi dans ces fonds climatiques et ont beaucoup gagné. Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, est devenu milliardaire grâce à l'agenda climatique. Beaucoup ont gagné beaucoup d'argent, mais l'agenda climatique a été abandonné. Parce que maintenant, du fait que tous ces centres de données sont nécessaires partout, nous avons donc besoin d'énergie en abondance. On ne peut donc plus se préoccuper du climat. Tout cela a aussi été orchestré, comme tout ce qui s'est passé dans le monde ces 100 dernières années. Nul n'accède à la renommée mondiale sans l'accord des élites en coulisses. Mais nous sommes aussi surinformés avec toutes ces pseudo-informations. C'est pour éviter que nous nous unissions, mobilisions nos forces, nous rébellions contre ces milliers de personnes et descendions par millions dans la rue. Oui, en fait, nous sommes tiraillés dans tous les sens. On nous balance une agenda à la figure, puis l'agenda opposé. Et personne ne se soucie du fait qu'en ce moment, l'idéologie officielle est exactement le contraire de l'idéologie précédente. De cette façon, on embrouille facilement les gens qui deviennent alors manipulables. C'est précisément le but. Qu'est-ce qui vous donne encore espoir aujourd'hui, Monsieur Wolf?
Oui, ce qui m'apporte de l'espoir, c'est que ce monde deviendra bientôt insupportable pour la plupart des gens. Donc si cette vague de chômage arrive réellement, et elle commence justement en ce moment, alors un nombre incroyable de personnes se retrouvera dans la rue. On répondra alors avec le revenu de base universel, on lui donnera probablement encore un joli autre nom. On dit maintenant qu'il pourrait être question d'introduire le revenu de base le plus élevé possible. Mais tout cela ne fonctionnera pas car l'argent n'a pas fonctionné ainsi, donc nous sommes aussi à la fin de l'économie monétaire. L'économie monétaire ne fonctionnera plus durablement. Il est possible que nous ne vivions pas l'abolition de l'économie monétaire de notre vivant, mais nous vivrons la première phase de ce grand bouleversement. Et il y aura de grands troubles à cette période. En période de trouble, l'homme a toujours trouvé une issue et j'espère qu'il trouvera encore une solution aujourd'hui, parce que la créativité sera sans aucun doute stimulée et attisée par toutes ces situations d'urgence. Que peut faire chaque spectateur, Monsieur Wolf, dès aujourd'hui pour ne pas devenir cynique, mais au contraire rester capable d'agir d'une manière ou d'une autre? Je pense que c'est très important de se déconnecter de temps en temps de la sphère numérique et de se rappeler régulièrement que cette sphère numérique n'est faite que pour nous asservir, pour nous compliquer la vie, pour brouiller notre vision des choses. Donc s'en éloigner, commencer des conversations normales avec des gens, se connecter avec d'autres personnes qui voient tout cela de manière critique. Je pense que c'est la meilleure façon de se protéger de ces influences. Monsieur Wolf, merci pour votre clarté, merci pour votre temps. Cette conversation ne portait pas sur la peur ou l'indignation, mais sur l'orientation. Et merci d'aider à mettre les choses en perspective et à rester calme. Et à tous les spectateurs là-bas, merci d'être restés avec nous. Ce n'était pas une conversation facile aujourd'hui. Et je dis toujours, faites vos devoirs, remettez-nous en question, remettez tout en question, même ce que nous avons dit aujourd'hui d'une certaine manière. Et s'il vous plaît, ne retenez que ce qui est pertinent pour vous et laissez le reste de côté. Et si cette conversation a contribué à ce que nous soyons tous un peu plus conscients dans ce monde, à regarder de plus près, alors elle a certainement rempli son objectif. Merci pour votre attention et merci de réfléchir avec nous.